trouvez tout à l'heure, c'est-à-dire que si... c'est pas parce que c'est une notion théorique qu'on a du mal à voir en pratique que c'est pas la condition de pensée pour qu'il y ait des pratiques qui le réalisent. C'est-à-dire que si les gens qui luttent pour leurs droits n'ont pas un espace institutionnel dans lequel ils sont reconnus comme seuls légitimes pour fonder les institutions, les régimes, les agencements institutionnels, les lois principales, etc., le problème de l'exercice de cette souveraineté ne se pose même pas. C'est-à-dire que dans l'ordre logique, si les gens ne sont porteurs que de droits, comme par exemple dans la pensée qui se proclame internationaliste, alors qu'en fait elle est, elle, totalement abstraite, s'ils ne sont que porteurs de droits universels, où vont-ils exercer une pression? Contre qui? Avec quels enjeux? Pour obtenir quoi? Où? Sur quel territoire? Donc on ne peut pas... C'est aussi un petit peu une réponse à Jacques, ou même à toi aussi. Les problèmes... on ne peut pas séparer les problèmes théoriques des problèmes concrets, en fait. Les problèmes concrets soulèvent des problèmes théoriques et les problèmes théoriques incluent des problèmes concrets. Et en fait, à partir du moment où parce qu'évidemment, ça serait plus pratique. Ça serait plus pratique de ne pas avoir à poser ce que c'est que la souveraineté, ce que c'est qu'une nation, ce que c'est qu'une démocratie. Si à partir du moment où on ne définit rien, c'est sûr qu'on agrège facilement des volontés communes. Mais pour faire quoi? Là, on peut pas. Dès que se posent les problèmes concrets pour savoir comment agir et que faire, les problèmes qu'on a mis sous le tapis, les problèmes théoriques, les problèmes de programme et d'objectifs ressurgissent. Et d'ailleurs, j'en profiterai peut-être pour te poser une question. Si l'Espagne, avec toute la complexité de son histoire, qu'évidemment on reconnaît, et qui est très différente de l'histoire française, si l'Espagne est une fédération de nations, qui est souverain en Espagne? Je crois que l'Espagne, c'est un cas similaire à toutes les distances avec la Yougoslavie. Quoi? Alors, ils ont fondé une souveraineté partagée entre divers États qui se fédèrent. La parole fédérale, il faut revenir fort parce que dans l'Espagne, la parole, les mots fédération, ça n'a pas la même sens qu'en France. Le fédéralisme pendant la Révolution était il faut. Alors, pour le républicanisme espagnol, l'idée de la fédération, c'est une idée fondante. Parce que tous les républicains espagnols reconnaissent que l'Espagne c'est un État ou plurinational. Alors, il faut avoir une souveraineté. Il faut partager, il faut qu'il y ait une souveraineté commune, qu'on doit négocier et arriver à un accord et quelle partie de souveraineté forme part de la Catalogne, des Pays-Bas, de la Galice ou d'Andalousie, parce qu'il y a aussi un sujet des Andes dans ce sens, et quelle part appartient à l'État espagnol, à la fédération. Comme les un parti comme les États-Unis ou
Il y a l'Allemagne, mais en Espagne, il faut encore une révolution sur cette démocratique, sur beaucoup d'aspects, mais aussi sur cet aspect. Et il faut que la Constitution de 1978 a été discutée avec les militaires qui envoyaient des notes aux constituants. Il y avait la commission constituante qui discutait des brillants juristes, etc. Et ils ont reçu des fois un papier avec ce que la Constitution devait. Alors, c'est un problème. La solution, c'est la démocratie, c'est la souveraineté. Alors, le peuple, il faut faire comprendre le peuple qui veut marcher de l'Espagne qu'il faut refonder l'État espagnol sur la base de l'union libre. C'est difficile. Et pour finir aussi, pour répondre toujours à Didier, et pour reprendre cette difficulté on ne peut pas se débarrasser des problèmes conceptuels facilement, sans coût. C'est également pour le problème de la coopération internationale. C'est-à-dire que, alors d'accord, si la souveraineté d'un État ou d'une nation pose un problème parce qu'ils sont réputés pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, et donc il faudrait qu'il y ait une autorité supérieure, qu'on espère bienveillante, et qui connaisse le droit chemin, et qui puisse imposer aux plus forts dans le monde la même règle que pour les plus faibles. On peut se dire, dans ce cas-là, effectivement, cette souveraineté ne doit pas être souveraine, en fait. Parce qu'une souveraineté qui est limitée, par définition, n'est pas souveraine. Donc, il faudrait qu'il y ait un gouvernement mondial, un État mondial, et qui puisse instaurer un droit international. À partir de là, effectivement, les souverainetés nationales et les souverainetés étatiques n'auraient plus lieu d'être sans limite. Et nous serions rassurés que des limites raisonnables soient imposées par cet État, ce despote éclairé que serait ce gouvernement mondial. Simplement, on sent bien, en posant les questions de possibilité de cette coopération internationale au-dessus des nations, on sent bien que c'est une utopie extrêmement précieuse pour la marche en avant de la mondialisation. Et que donc, ça ne peut pas être une réponse à la mondialisation actuelle, mais au contraire, ça valide les hypothèses de base et les processus des rapports de force actuels où les nations, c'est-à-dire les peuples, sont systématiquement perdants. Donc, des choses qui sont souhaitables dans l'abstrait se révèlent totalement impossibles concrètement, et c'est souvent d'avoir mal posé théoriquement les problèmes qu'on peut continuer comme ça à faire vivre ces illusions. On va commencer par la question patrie et nation. Για μας, έθνος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας λαός στην ιστορική συνέχεια των αγώνων του ενάντια στην τυραννία και την καταπίεση. Pour nous, la nation n'est rien d'autre qu'un peuple dans son trajet historique, l'histoire de ses combats contre la tyrannie et les tyrans. Et on en déduit que la nation et la patrie, c'est la même chose. En réalité, c'est la même chose et il n'y a qu'un vecteur qui est le peuple. Le peuple est la seule instance qui a le droit d'exercer la souveraineté. Ni l'autre à sa place, même pas l'État.
Après, donc l'identification de la notion de nation et de patrie s'est fait quand il y a un pays, un peuple, un État, une nation. Ça veut dire que la démocratie existe quand c'est uni et indivisible. Dans d'autres contextes, on ne peut pas dire que l'unité peut exister et du coup l'exercice de la souveraineté. C'est en ce point-là que se situe la différence entre des révolutions importantes qui ont déterminé l'évolution de la civilisation contemporaine. La Révolution française et la Révolution américaine. En ce qui concerne la Révolution américaine, la classe dirigeante dominante a opté pour la fédération en s'opposant à la déclaration de l'indépendance. Ils ont créé la Constitution américaine qui, selon Madison, un des pères la fédération devait entraver le peuple d'avoir accès au pouvoir. C'était la logique de la fédération. Ôter le droit de l'exercice, ôter la possibilité d'unité et du coup ôter la possibilité d'exercice du pouvoir. C'est pour ça que les pères de la Constitution américaine ont appelé leur système politique monarchie élue. C'est pour ça que le Parti démocratique était ce qui s'opposait à la fédération. Donc ils ont fait l'expérience de la guerre civile, les États-Unis. Donc Lincoln a dû formuler, c'est pour ça que tous les progressistes du monde ont adhéré à ça. Pour Lincoln, son but, c'était pas seulement son mot d'ordre, n'était pas seulement supprimer l'esclavage, mais l'unité de la nation et la démocratie. Donc son discours à Gettysburg, c'était il rêvait une nouvelle constitution qui allait préserver l'unité de la nation. C'était ça son objectif, qui était partagé par d'autres personnalités progressistes de l'époque. C'était une nouvelle révolution qui était en cours, qui a été arrêtée par l'assassinat de Lincoln. C'est pour ça que les historiens américains qui se sont occupés de cette période-là, comme Eric Foner, appelle cette période entre 1865-70, donc la révolution, ce qui en réalité signifie l'impossibilité de finir l'unité de la nation américaine. Un dernier mot concernant la Yougoslavie, parce que la Grèce avait vécu cette situation. Pendant la résistance contre les nazis, donc, en Yougoslavie, a surgi de nouveau la question quel genre d'État souhaite-t-on avoir. Les comités de résistance en Yougoslavie ont proposé une solution, un État uni et indivisible de Yougoslavie. Le fait que le mouvement a reculé par rapport à cette position-là, c'était Tito qui en était responsable de ces reculs, a créé les conditions pour ce qui est venu après. Donc, en ce moment, il y a un mouvement, le plus important mouvement qui existe dans tous les pays qui ont dérivé des c'est le mouvement qui prend une Yougoslavie unie et indivisible, considérée comme illégale dans tous les États. Et il n'a pas eu le droit de se présenter aux élections, parce que s'il avait eu ce droit, même en Serbie, il aurait été voté et il aurait un très fort pourcentage comparable à celui de Chavez. Notre devoir est de lutter pour la démocratie unie et indivisible.
ça ne veut pas dire qu'on doit ignorer les différences qui dérivent du parcours historique de chaque pays. Mais le but c'est que les différents mouvements, il faut aller dans ce sens, donc encourager que les différents mouvements défendent eux-mêmes l'unité du pays et la démocratie sans que le pouvoir central soit amené à l'imposer d'une manière ou d'une autre par les armes ou n'importe quoi. J'ai entendu, moi, la remarque de Michel et de Gilles sur la théorie et la pratique. Mais, vous voyez, c'est vrai qu'aujourd'hui on est confronté à une gauche de la gauche qui, sur la base de l'abandon des questions théoriques, engage largement dans sa politique les peuples vers l'Union européenne, donc dans la capitulation. Je voudrais quand même vous rappeler que c'est aussi au nom de la théorie, et non pas de son abandon, que dans le passé, un certain nombre de courants de la gauche ont amené les peuples exactement dans la même perspective et dans les mêmes trahisons. Ce n'est pas une garantie, c'est juste pour dire que ça n'est pas parce qu'on parle de théorie, et seulement de théorie, que l'on se prémunit de toutes les dérives possibles et de toutes les difficultés à venir. À mon avis, l'intérêt de la discussion, c'est quoi? C'est de lier les questions pratiques auxquelles on est confronté, aux questions théoriques que cela soulève, et aux concepts que ça met en œuvre. Très franchement, je vous dis ce que je pense, mais ça n'engage que moi. La discussion sur les concepts en soi m'importe peu. Parce que je pense qu'elle est sans fin. Je trouve qu'elle trouve, comme d'ailleurs la discussion sur les portées pratiques en soi, m'importe peu aussi, parce qu'à la fin, c'est plus qu'on parle. Je pense que l'intérêt de la discussion, c'est la mise en relation d'une chose avec une autre. Et ça, on le voit d'ailleurs dans une des questions qui a été posée. Parce qu'on nous dit, le problème de la souveraineté, c'est la possibilité de faire ce qu'on veut sans qu'on vous dise rien. Pas du tout. Vous avez vu ça. La souveraineté, c'est la possibilité de débattre et de discuter et de décider de ses propres affaires. Et la coopération entre les peuples permet à ce que chacun soit souverain sans entraver la souveraineté de l'autre. Ça s'appelle en réalité le respect des nations et des États libres décidant de coopérer librement entre eux. Et pour cela, il n'y a besoin ni de Dieu, ni de sauveur suprême, ni de tribun. Il suffit uniquement que les peuples aient le pouvoir de décider librement, démocratiquement, de leur propre avenir. Dans une coopération libre, c'est-à-dire sans évacuer aucune des questions et sans vouloir imposer son point de vue à quiconque. Par exemple, c'est vrai que chaque nation est la construction, et en cela, à mon avis, il y a une relation sur l'ensemble des questions, chaque nation est la construction par les peuples, dans leur propre histoire, du cadre qu'ils se sont dotés. Les nations, elles ne sont pas ni le produit d'un simple découpage sur une carte géographique qui permettrait de dire les frontières sont celles-là. Elles sont le produit d'une histoire, d'un combat, des forces sociales en mouvement. Et parce que c'est le produit des forces sociales en mouvement, la coopération entre les nations, eh bien, elle intègre le mouvement des forces sociales qui, entre elles, décident d'agir ou pas. Et c'est en cela d'ailleurs qu'on voit que la position, on en reviendra plus tard, puisqu'il y a d'autres